Dans le patinage artistique, toutes les figures classiques se décomposent en 4 parties. La préparation, l'appel, l'envol et la réception. On pourrait croire que c'est l'envol qui importe le plus parce que c'est en général cette phase que tout le monde attend. C'est à cet endroit que le public retient son souffle, là que se concentrent tous les efforts de l'athlète, qu'aboutissent ces semaines ou ces mois d'entraînements intensifs. C'est là que se joue l'impossible. Mais, quelle que soit la qualité de l'envol, si le retour sur la glace se passe mal, tout est foutu. Une bonne réception est primordiale. Et Mademoiselle Y l'a toujours su. Chuter ou juste déraper ne pardonne pas, que ce soit après un triple axel ou un assassinat. Patiner pour la belle Mademoiselle Y, c'est devenir quelqu'un d'autre. Le temps qu'elle passe à exister sur la glace sous le regard des spectateurs n'appartient à aucune réalité connue. Elle n'est alors plus Mademoiselle d'Outre-Ligne, née Geertz, mais Mademoiselle Y, héroïne d'une épopée, d'un roman, que personne d'autre qu'elle n'est autorisé à écrire. Elle patine et se voit glisser en même temps. Elle est à la fois dans la salle de cinéma et sur l'écran, spectatrice et actrice. Le visage de la belle patineuse, qui attire toute l'attention, est d'une rondeur et d'une douceur presque enfantine. De loin, ses traits évoquent la reine Astrid, comète au sourire si pur, dont l'image décore toujours assiettes et boîtes à biscuits dans les armoires de patriotes qui ne cessent de la pleurer. Comme Astrid, Mademoiselle Y a un sourire de Joconde, impassible. À l'inverse de la plupart des patineuses artistiques qui, en plein effort, crispent les muscles de leur visage en une grimace censée nous faire croire qu'elles sont heureuses de jouer leur vie sur de l'eau gelée, la mystérieuse Mademoiselle Y ne force jamais le trait. Il y a dans sa manière de se mouvoir, d'enchaîner les mouvements, de conjuguer puissance et élégance, quelque chose de suave, d'énigmatique, comme une idée derrière la tête. Ce n'est pas pour rien qu'elle a choisi le patinage artistique et pas le patinage de vitesse comme son pauvre mari. Dans la course, le langage corporel presque militaire et le visage fermé doivent impressionner l'adversaire, lui démontrer la rage que l'on met à vouloir le vaincre et l'humilier. Pas de ça dans l'artistique, où l'on cache l'effort derrière une couche de guimauve. Et Mademoiselle Y est passée reine dans cet exercice. Pour qu'il soit efficace, pour que la patineuse puisse ressembler à un ange, son patin doit être aussi coupant qu'un couteau de boucher. Quelqu'un a-t-il déjà entendu crier la glace ? Non, évidemment, ça ne crie pas. Et puis tout le monde n'a d'yeux que pour la jeune femme qui glisse avec grâce sur la surface gelée. Quand elle s'élance en prenant de la vitesse, puis qu'elle se jette dans les airs en tournant 2 ou 3 fois sur elle-même, qui se soucie de la balafre que laisse derrière elle la lame aiguisée sur laquelle elle semblait voler quelques secondes auparavant ? Quelle étrange rencontre que celle entre le métal et la glace. 2 matières, froides et dures, qui s'unissent pourtant pour produire quelques secondes de beauté. Froide et dure, comme Mademoiselle Y. De la beauté, en novembre 1944, il n'y en a pas beaucoup à Bruxelles. Un peu plus de 2 mois après que les Anglais ont libéré la capitale, tout le monde règle ses comptes. C'est le grand nettoyage, une période confuse où les tondeuses rasent gratis, souvent à l'aveugle, où on ne sait plus très bien qui appartient à quel camp, où l'on juge quelqu'un pour ce qu'il n'a pas fait autant que pour ce qu'il a commis pendant l'occupation. Une ville qu'on vient de libérer, c'est presque aussi dangereux qu'une ville qui croule sous les bombes. Mademoiselle Y et son mari, Georges, sont du bon côté de la tondeuse. Pendant la guerre, les époux d'Outre-Ligne auraient aidé de nombreux pilotes alliés et espions britanniques à traverser la Manche pour fuir l'armée d'occupation. Pourtant, Mademoiselle Y va profiter de la confusion ambiante pour dénoncer son mari auprès d'un groupe de résistants. C'est un traître, prétend-elle. Ses réelles sympathies penchent davantage du côté des Allemands que des Anglais ou des Juifs. Mais on a autre chose à faire dans la résistance qu'à écouter une épouse qui, visiblement, fait le ménage dans sa vie. On ne la croit pas et on lui dit d'aller voir ailleurs. Sacrée Mademoiselle Y. Elle est en pleine phase de préparation, la première des 4.
Il ne s'y passe pas grand-chose d'impressionnant. La patineuse glisse sur la glace, sans effet particulier. Pourtant, ce moment est primordial. C'est celui de la concentration, de la réflexion, de la conspiration. La respiration est encore régulière, le cœur bat normalement. C'est le palier où il est encore possible, si l'on est pris du moindre doute, si l'on n'est pas sûr de pouvoir réussir son saut, de faire machine arrière, de retenter sa chance plus tard. Mais sa décision est prise. Elle ne reculera pas. C'est qu'il y a urgence. Elle a déjà 37 ans. Ses plus belles années, notamment celles de sa petite gloire sportive, sont loin derrière elle. Pourtant, elle se sent encore tellement jeune. Sa soif de beauté est intacte. Hélas, son époux, Georges, de 12 ans son aîné, ne parvient plus à l'étancher. Depuis quelque temps, le regard que pose le beau Yeroun sur son corps lui fait oublier qu'elle n'a eu ni la carrière ni la vie qu'elle méritait. Il s'en est pourtant fallu de peu. Dès la fin des années 20, tous les espoirs lui sont permis. La vie lui sourit. Issue d'une riche famille bruxelloise, cette petite vedette de 21 ans se lance dans la compétition internationale. En 1929, elle représente la Belgique au championnat du monde de patinage artistique féminin à Budapest. Se battre pour son pays, pour ses couleurs, surtout quand on ressemble un peu à cette princesse suédoise appelée à devenir une éphémère reine des Belges quelques années plus tard, ce n'est pas rien. Il y a même de quoi être fier. Mais c'est sans compter une adversaire de poids qui vient, elle aussi, de Scandinavie. Sonja Henie est née en Norvège. Elle a 5 ans de moins que Mademoiselle Y et semble être sortie du ventre de sa mère avec des patins aux pieds. Elle rafle absolument tout ce qui ressemble de près ou de loin à de l'or coulé sous forme de médailles. À toutes les compétitions auxquelles Mademoiselle Y a le malheur de participer, Sonja lui barre la route, avec son sourire de sale gamine, pour lui rappeler la différence entre talent et génie. Notamment aux Jeux Olympiques d'hiver de 1932 à Lake Placid, ou à ceux qui ont lieu en 1936 à Garmisch-Partenkirchen, où elle écrase toutes ses adversaires après avoir fait le salut nazi et avant d'annoncer à 23 ans la fin de sa carrière. Cette peste passera le reste de sa vie à Hollywood, à faire du cinéma et à vivre de ses rentes. Sonja Henie. Changez une lettre à son nom, et vous obtenez la haine qu'elle a fait naître dans les entrailles de Mademoiselle Y. Haine pour le hasard qu'il a mis sur son chemin. Haine pour cette guerre qui éclate 4 ans plus tard et annule du coup les Jeux Olympiques d'hiver de 1940, les derniers où elle aurait pu briller. Haine pour cette carrière loupée. Elle aussi aurait pu faire l'intéressante devant les caméras, devenir une vedette, faire la une de Ciné-Monde ou Ciné-Revue. Au lieu de quoi, elle se retrouve rue du Bailly à Ixelles, à gérer la boutique de déco créée par Georges. Certes, son mari est un homme riche, respecté, il a réussi dans les affaires, il lui offre une existence dont beaucoup de femmes se contenteraient dans une belle maison de Rode-Saint-Genèse, où elle ne manque de rien. Beaucoup de femmes, mais pas elle. Pas Mademoiselle Y. Alors, maintenant que cette fin de guerre lui en offre la possibilité, elle reprend les rênes de son histoire. Elle se verrait bien avec Yeroun, qui est plus jeune qu'elle. Yeroun avec qui elle partage la même passion pour le patinage. Yeroun qui entretient chez elle l'illusion qu'elle a encore un avenir quelque part, ne fût-ce que dans ses yeux, qui ne la regardent pas comme une perdante. Yeroun qui embrasse sacrément bien. Mais la discrétion n'est pas leur fort. Leur complicité fait jaser dans le voisinage, et depuis que Georges les a surpris, que le mari a rossé l'amant et que l'esclandre a résonné dans tout le quartier, une réputation de femme volage précède Mademoiselle Y où qu'elle aille. Et tenir le rôle principal d'un mauvais vaudeville lui est insupportable. Dans ce trio, il y a quelqu'un de trop. Elle fait part de son projet à Yeroun. Va falloir trouver une issue de secours, quel qu'en soit le prix. En patinage, la phase de l'appel, la deuxième, est celle où tout s'accélère. La vitesse de progression, le rythme cardiaque. Au cirque, c'est le moment du roulement de tambour qui indique au spectateur qu'il va bientôt se passer quelque chose d'important ou de dangereux. Cela fait monter la tension. C'est le moment où l'avion prend de la vitesse avant de quitter le tarmac pour le meilleur ou pour le pire. Sur la glace, la patineuse est résolue. Elle prend son élan. Ses mouvements deviennent plus amples, plus affirmés. À ce stade, en général, personne ne recule. C'est trop tard. Les dés sont jetés. Dans la tête de Mademoiselle Y, les événements se succèdent comme dans un film.
Un polar, en noir et blanc. C'est elle sur l'écran, pas cette petite garce de Sonia, non, elle, Mademoiselle Y. Dans les habits que portait Ingrid Bergman à la fin de Casablanca. C'est la scène où on va la découvrir. Dans le scénario, il est indiqué qu'une jeune femme mystérieuse sort d'un ascenseur à l'ancienne. On ne voit pas immédiatement son visage. L'ombre de sa silhouette surmontée d'un chapeau glisse sur le mur d'un hôtel borgne. La caméra la talonne dans le couloir, s'arrête devant une porte, chambre 218, et cadre sa petite main gantée qui tambourine de manière autoritaire. 3 coups secs. Lorsqu'après une dizaine de secondes, un type en cinglé ouvre la porte et demande « Qu'est-ce que vous voulez ?» Son visage apparaît enfin, à moitié dans l'ombre. Dans la salle de cinéma, les spectateurs retiennent leur souffle. Le gros plan est saisissant. Ses yeux irradient l'écran, donnent immédiatement vie à la cruauté de son personnage. Quelle présence! Le public est en arrêt, comme le type en face d'elle. « Qui êtes-vous » Elle ne lui répond pas. Entre dans la chambre, l'autre ne peut que lui céder le passage et fermer la porte derrière elle. Les voilà, face à face. La classe qui émane de sa personne dénote avec le caractère miteux de la pièce. À l'évidence, elle n'a rien à faire dans cet endroit. Le type ne bouge pas un cil. Un rat, hypnotisé par le cobra qui va lui ôter la vie. La jeune femme s'assied sur la seule chaise disponible, puis avec méthode retire ses gants, un doigt après l'autre. D'un étui argenté qu'elle a sorti de son sac, elle tire une cigarette et prend la pause, la main en suspens. C'est à ce moment précis que le thème musical de son personnage envahit la salle de projection. Depuis le début de la scène, les nappes de violon préparent l'envol des cuivres. Dans le studio d'enregistrement, le compositeur dirige l'orchestre en suivant d'un œil les images du film. Des mouvements discrets accompagnent la partition des cordes, paumes dirigées vers le bas, adagio. Sur le plateau du studio 6, la caméra est penchée sur l'étui dont la jeune femme tire lentement une cigarette. Lorsque sa main remonte vers son visage, le cadreur la suit. Les paumes du chef d'orchestre se tournent alors insensiblement vers le haut, crescendo. Les vagues de violon s'écartent pour laisser passer la section des cuivres. Sur l'écran, la jeune femme au chapeau tient sa cigarette à quelques millimètres de sa bouche. Elle fixe le type en face d'elle, attend, immobile. Son regard pourrait tuer quelqu'un. Soudain, les cuivres s'élancent. Le thème musical qui accompagne ce plan fixe et muet porte le nom de son personnage, Miss Ivy's Theme. Sur le plateau, le réalisateur sait que le plan est parfait, qu'il ne nécessitera pas une seconde prise. Ce qu'il ne sait pas forcément, c'est que grâce à cette scène, son film restera dans les manuels comme un exemple à suivre, un classique du genre, souvent copié, jamais égalé. Dans le studio d'enregistrement, l'émotion est palpable. Le compositeur est lui aussi conscient d'écrire une page de l'histoire des musiques de films. Ce thème sera repris par des centaines d'orchestres dans le monde entier. Des décennies plus tard, il accompagnera même les mouvements d'une patineuse artistique qui remportera un peu grâce à lui une médaille d'or aux Jeux Olympiques d'hiver. Mais il ne faut pas tout mélanger. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, Mademoiselle Y attend du feu. Marcel, c'est le nom du type de la chambre 218, se décide enfin. Dans le nuage de fumée qui enveloppe son visage, d'une voix de vampe, elle parle d'un trait. « J'aurais besoin de quelqu'un pour supprimer un traître à la patrie. On m'a dit que vous pourriez peut-être faire l'affaire. » Un temps. Elle tire sur sa cigarette. « Mais, à vous voir, j'en doute. Ce n'est peut-être pas une bonne idée, finalement. Désolé de vous avoir dérangé. » Elle se lève et se dirige vers la porte. « Non, attendez! C'est qui ce traître ?» Voilà. On y est. Cette question marque la dernière phase de l'appel. Mademoiselle Y le sait. Elle retourne s'asseoir, croise les jambes et se lance. Tout à coup, on n'est plus au cinéma, mais dans une chambre d'hôtel pourrie, à Bruxelles, près de la gare du Nord. « Mon mari », répond-elle, avant d'écraser sa cigarette dans un cendrier qui déborde. Sa première tentative de vouloir faire passer son époux pour un collabo avait échoué. On lui avait alors donné l'adresse d'un hôtel dont la chambre 218 abritait quelqu'un de moins regardant, de plus disponible, un certain Marcel.
Cette fois, la dénonciation conjugale trouve une oreille attentive, et lorsque mademoiselle Y met sur la table son dernier argument, une récompense sonnante et trébuchante, l'affaire est conclue. Une date est fixée, une heure, une adresse, un scénario. On va faire croire que Georges a été tué par un agent de la Gestapo. Sale temps pour les agents doubles. On va même pousser le souci du détail en commettant ce meurtre avec une arme de fabrication allemande, histoire d'éloigner les soupçons des bons Belges. Tout devrait bien se passer. L'envol. La troisième phase du saut, la plus courte, la plus intense. On se propulse dans les airs comme on se jette dans le vide. Une fraction de seconde plus tôt, le corps est rempli d'une tension musculaire maximale. Au moment de l'envol, toute cette énergie se libère d'un coup. C'est comme si une bombe explosait dans la tête de la patineuse. C'est l'instant où la technique fait place au talent, au génie, à la folie. Car faut être un peu dingue pour tourner sur soi-même au-dessus d'une mer de glace. Au jour dit, après une après-midi passée à la boutique, les époux d'Outre-Ligne rentrent chez eux dans leur maison de Rhodes-Saint-Genèse. Marcel est déjà planqué dans le salon. Mademoiselle Y dit à son époux qu'elle va se rafraîchir dans la salle de bain. Elle sait que la première chose que Georges fait en rentrant à la maison, c'est se servir un petit verre de whisky au salon et le déguster dans son fauteuil, près du feu ouvert. Habitude de bourgeois. Ce soir, c'est le verre du condamné. Mademoiselle Y le sait. Elle se prépare à jouer sa partition. Devant le miroir de sa salle de bain, en combinaison, les yeux démaquillés grossièrement pour faire croire à des larmes, elle sursaute au premier des 4 coups de feu. Sans passer par le salon, elle se précipite hors de la maison et ameute les voisins. Elle joue son rôle à la perfection. Sonia Henny peut aller se rhabiller. Cette année, l'Oscar de la meilleure comédienne dramatique est pour elle. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Parce qu'en patinage artistique, rien n'est gagné. Avant la 4e et dernière phase, la réception. Quand le corps a tout donné, il retombe sur la glace. Les jambes qui étaient jointes pendant l'envol doivent se replacer de telle manière que le mouvement amorcé par le saut se prolonge comme si de rien n'était. Le jury ne peut sentir le moindre frémissement de déséquilibre. Le retour du corps sur terre, toujours propulsé par la vitesse acquise lors de la phase d'appel, doit se faire sans le moindre accroc, naturellement. Le moment de la réception est celui des applaudissements du public ou des hurlements de déception. Hélas, les cris que mademoiselle Y a récoltés dans sa vie ont davantage été de déconvenue que de joie. Rien ne se passe comme prévu. Des témoignages qui ont du mal à se recouper, aidés par des mauvaises langues qui dressent de mademoiselle Y un portrait de veuve joyeuse, un emploi du temps qui comporte trop de zones d'ombre, des lettres d'amour explicites retrouvées chez Yeroun qui panique, s'en mêle les pinceaux, s'embrouille dans ses explications, finit par lâcher une partie du morceau aux enquêteurs qui vont tirer sur un fil et dérouler toute la pelote de laine. Mademoiselle Y se sent trompée, trahie. Elle pensait son bel amant plus sûr de lui. Dans leur intimité amoureuse, ils contrôlaient la situation autrement, prenaient plus d'initiative. Que les hommes sont décevants et que les menottes font mal aux poignets. Entre le patinage artistique et la cour d'assises, il y a un point commun. Ce sont des juges qui décident de votre sort. Et mademoiselle Y n'a jamais eu beaucoup de chance avec ces juges. À son procès, elle aura beau se draper dans ses absences de mémoire, dans une posture d'artiste prétendant qu'il ne s'agissait pas de vraies lettres d'amour, mais d'une ébauche de roman qu'elle était en train d'écrire, ses élucubrations ne convaincront personne. Les rêves de star de la petite patineuse artistique belge, à la frimousse de princesse, finiront entre les 4 murs d'une cellule de prison. Elle n'en sortira que quelques années plus tard, pour succomber à une saleté qui s'était glissée dans ses poumons. Une dernière image, avant de s'éclipser définitivement. Une dernière réception. En retombant sur la glace, le pied s'est très légèrement désaxé par rapport au corps. La lame du patin devrait continuer à glisser et emporter la patineuse vers son prochain saut. Au lieu de cela, le métal blesse la surface gelée et déséquilibre l'artiste. Tout espoir de médaille vient de lui échapper. C'est foutu pour elle. Pour qui a l'ouïe fine et sait tendre l'oreille, un petit cri s'est fait entendre au moment de l'impact. Le cri de la glace, blessée par le métal.
Après quelques secondes, alors que la patineuse est déjà loin, quelques gouttes de sang suintent le long de la blessure. Vous venez d'écouter Le Cri de la glace, une histoire écrite et racontée par Éric Russon. Une fiction basée sur un crime réel, l'affaire Gürtz. Rendez-vous sur rtbf.be/noir-jaune-rouge pour écouter les autres histoires de la collection et découvrir plus de contenu. Une production de la fiction digitale de la RTBF pour la première. Pour la fiction digitale, Sophie Berck, Marine Van Kempenhout et Serge Tavitian. Direction artistique Serge Tavitian. Enregistrement Roland Beaune. Mixage Francis Leclerc.